retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Robert Redeker. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et vous publiez ce livre avec cette question: peut-on encore aimer le football? Je voudrais d'abord vous faire réagir à ces phrases d'Emmanuel Macron adressées aux Bleus tout à l'heure. Il était à Clairefontaine. Une compétition est réussie quand elle est gagnée. Faites-nous rêver, emmenez-nous loin. Et moi, ça m'a fait penser à ce que vous avez, vous, déclaré. Le football est le nouveau catéchisme, celui qui dicte à l'homme contemporain les impératifs auxquels il doit articuler son existence. Cette parole présidentielle, est-ce que c'est exactement ce que vous critiquez, cet appel à la compétition? Oui, enfin, il y a deux choses dans ce qu'a dit Macron, quelque chose d'un peu désagréable, puisque au fond c'est un vocabulaire de DRH ou de chef de rayon dans un supermarché, quelque chose comme ça, et il s'adresse de cette façon-là aux joueurs. C'est pas un vocabulaire de supporter, hein, si vous voulez, c'est un vocabulaire de chef d'entreprise. De chef d'entreprise, d'une personne qui transforme l'État en une start-up, donc qui dépolitise l'État, et il se sert du football pour ce travail de dépolitisation, me semble-t-il. Voilà, ça, mais est-ce que ça reflète ce que vous critiquez dans ce livre? Vous dites le foot raconte notre monde dans son horreur et sa beauté. Son horreur, c'est quoi? C'est justement compétition, performance, quête de notoriété? Mais en soi, la compétition n'est pas une mauvaise chose du tout. Elle fait partie de la vie depuis les commencements, et puis l'émulation, c'est pas mauvais du tout. Ce qui est mauvais, c'est de faire de la compétition une valeur absolue, l'alpha et l'oméga de l'existence, et de prôner la compétitivité comme étant le sens de la vie. Là, c'est tout autre chose, et c'est au fond une sorte d'annexion du football et de la politique à une vision économique de l'univers. Donc c'est finalement la réduction de tout à l'économie. Si bien que le livre, où mon propos n'est pas finalement tellement une critique du football, que j'aime bien, au fond, ou peut-être plus que bien, je ne sais pas. Et puis est-ce que le verbe... Vous aimez moins aujourd'hui quand même? Ce que j'aime moins, c'est... c'est pas un livre de supporters de foot, soyons clairs, je le dis pour nos téléspectateurs. Non, c'est pas un livre de supporters du foot du tout. Voilà. Soyons honnêtes. Ce qui est peu aimable là-dedans, c'est ce que le foot est devenu, et donc c'est tout l'entourage mercantile du foot. Hein, bien sûr. Cela. Et c'est aussi ce que le spectacle est devenu. Voilà. Il me semble que le spectacle, la mise en scène spectaculaire du football tue l'essence du football, qui est le jeu. Voilà. Je crois que c'est aussi visible. On le voit tous les jours, autour de la frénésie autour de Zidane, de Neymar. C'est ça qui vous fâche? Tout ça fait disparaître le jeu, fait disparaître l'intérêt pour le football, a aussi pour conséquence d'uniformiser les différents styles de jeu de la planète. Peut-être aurons-nous le temps d'en reparler. Et en même temps, que deviennent les joueurs et les équipes dans un tel contexte, finalement, des valeurs boursières. Le résultat de la transformation des joueurs en valeurs boursières, c'est qu'ils ont de moins en moins l'attachement à ce à quoi tout supporter est attaché, le maillot. C'est pour ça que parce que vous dénoncez le patriotisme factice véhiculé par le foot, vous préférez parler de tribalisme ou de chauvinisme? Oui. Alors, patriotisme factice, ça signifie qu'il peut exister un véritable patriotisme et qu'il est ailleurs. Alors, pourquoi dis-je factice? Parce que c'est une sorte de comédie jouée devant les supporters. Ils n'ont aucun attachement à leur pays, ces joueurs, c'est ce que vous nous dites? Et qu'en fait, ils le font juste pour la notoriété, l'argent, tout ce que ça leur apporte? Voilà, aujourd'hui, avec la montée de l'individualisme dans le foot, qui est un reflet de l'individualisme généralisé, l'attachement des joueurs à ce que vous appelez patrie est secondaire par rapport à leur intérêt économique ou l'intérêt de leur carrière. Ça fait partie d'un plan de carrière. Vous les incriminez dans quelle mesure, ces joueurs? Vous dites qu'ils sont victimes d'une société, vous dites qu'ils sont complices, vous dites qu'ils sont naïfs, qu'ils ne sont pas assez éduqués, qu'ils viennent de milieux où on ne leur apprend pas les codes. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs? Il ne faut pas les incriminer, parce que les joueurs sont des hommes comme vous et moi, enfin, issus d'une société, issus d'une société, souvent de milieux sociaux très défavorisés, donc où l'éducation n'a pas toujours été ce qu'elle aurait dû être.
Bon, il faut bien avoir cela en vue et analyser le phénomène. C'est-à-dire l'individualisation ou l'individualisme dont nous parlons, c'est les joueurs comme reflet de tout ce qui se passe dans la société. D'où l'idée que j'ai eue, c'est que le football finalement est une fable. Voilà. Vous connaissez, vous vous souvenez de votre enfance. Tiens, le ministre remet ça à la mode, les fables de La Fontaine. Oui. Et finalement, ces fables nous disaient, c'est le contraire des storytelling, qui voilà, nous disaient ce qu'était vraiment le monde, ce qu'étaient vraiment les hommes dans leur horreur et la beauté également. Et les fables, c'est un récit qui se termine par une morale qui dit la vérité du monde. Et il me semble que dans tous les matchs de football, nous avons cela. Et vous les mettez tous dans le même panier, ces joueurs de foot, ou vous faites une distinction avec la génération 98, dont on parle beaucoup, puisqu'on fête les 20 ans. Peut-être une génération qui était plus avertie, qui a mené une carrière plutôt brillante, des gens qui n'aspiraient pas seulement à de la notoriété. Oui, on peut faire une différence avec la génération 98, puis la génération précédente, qui était la génération Platini. Aujourd'hui, nous avons un individualisme qui est une sorte de lutte à mort de chacun contre chacun, beaucoup plus puissant que 98. Lutte à mort, ça veut dire que pour chaque joueur de football, l'adversaire, ce n'est pas seulement l'équipe d'en face. L'adversaire, ce sont les joueurs qui sont à côté, ce que montre bien d'ailleurs le dépit de Rabiot lorsqu'il a vu qu'il n'était que sur la liste des remplaçants, coiffeurs, comme on dit dans le milieu. Et vous admettez qu'ils nous font du bien aussi, ces joueurs de foot, ces équipes qui gagnent cette Coupe du Monde. Vous allez la regarder, cette Coupe du Monde? Mais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ça crée de la cohésion? Voilà, ils nous rassemblent et c'est un moment court, volatile, ça ne dure pas. C'est un moment où finalement nous nous intéressons tous à la même chose, mais c'est pas l'intérêt. Et ce n'est pas rien de nos jours. Voilà, nous avons tous le même élan. Le même sentiment. Et c'est précieux peut-être aujourd'hui. C'est plutôt du côté de l'affectif, d'une unité dans l'affectif. Merci beaucoup Robert Redeker d'être venu nous parler de votre livre qui pose donc cette question: peut-on encore aimer le football? Je suis sûre que ça passionnera de nombreux téléspectateurs. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. On se retrouve à la même heure sur Public Sénat demain. publicsénat.fr pour retrouver les articles de la rédaction, les émissions en replay. Et puis l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Passez une excellente soirée, restez au cœur du débat.